suis pas roumain, moi je ne suis pas moldave non plus. Je ne suis que... Merci d'être là, monsieur. Je voudrais rebondir à ce que vous avez dit, monsieur, après l'intervention de Madame Goutsou. Il se trouve que les événements dont vous avez parlé faisaient suite à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire avec un bouleversement géopolitique très important, et en l'espèce, la Roumanie était appuyée par une puissance victorieuse. En l'espèce, la France et le général Bertolo, qui était en particulier le chef des forces françaises en Roumanie. Ce qui fait que la géopolitique appuyait le mouvement d'unification, le mouvement de Grande Roumanie, parce qu'il y avait une reconnaissance internationale à la suite des différents traités autour du traité de Versailles et d'un appui militaire de l'allié principal de la Roumanie. Malheureusement, la Roumanie s'est détournée de l'alliance française pour l'alliance allemande et l'a payé très cher. Roumanie au sens large, incluant la Moldavie, bien entendu. Bon. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne serait possible sans, de la même façon, un appui géopolitique. Et là, je vois mal l'armée roumaine toute seule, aujourd'hui, dire il y a des problèmes sociaux, politiques en Moldavie et j'interviens. Il est évident que la géopolitique ne permet pas à la Roumanie d'aspirer à cette indépendance de décision. Et je crois que c'est ça la véritable question. L'indépendance de la République de Moldavie est une indépendance difficile puisqu'elle est entourée de puissances gourmandes à droite et à gauche. Est-ce que, puisque nous nous situons dans la logique de la réunification avec la Roumanie, il faut voir quels sont les moyens d'y parvenir, et je ne crois pas, en l'état actuel des choses, que ce soit en Roumanie que les choses se décident. Déjà, c'est ma propre expérience, les 75% de Roumains qui se disent favorables à la réunification, il me semble que c'est une déclaration extrêmement théorique. Sur le plan pratique, je vais aussi souvent en Roumanie, et en Moldavie aussi, comme bien vous savez. Il est évident qu'il n'y a jamais de Moldaves invités dans les manifestations universitaires. C'est rarissime en tout cas. À plusieurs reprises, j'ai dû moi-même dire à des organisateurs, mais pourquoi n'avez-vous pas invité de Moldaves? Oh oui, bon, non. J'ai rencontré par exemple à l'université de Brașov il y a quelques années une étudiante moldave, c'est-à-dire de République de Moldavie, qui m'a dit j'ai quitté la Moldavie pour ne pas étudier en russe, j'arrive en Roumanie, on me fait étudier en anglais. Il est évident que dans les définitions identitaires, ce problème se pose aussi. La Roumanie, manifestement, ne regarde pas de ce côté-là. La Roumanie regarde exclusivement vers l'ouest. Et la revendication de la Bessarabie, en fait, ne préoccupe pas les Roumains. Quand on voit les slogans unionistes en Roumanie, c'est Basarabia pământ românesc, mais il ne s'agit pas que du pământ, il s'agit aussi de la population qui y habite. Et ce sujet ne leur vient pas à l'esprit. Donc, il me semble, comme observateur extérieur, et évidemment, comment dirais-je, ouvert à votre idée de réunification, que le premier travail, c'est d'abord en réalité de conquérir la Roumanie, de conquérir l'esprit en Roumanie. Parce que l'idée de réunification est théorique. Si on fait un sondage, est-ce que vous voulez la réunification? Ils disent oui, par désir de grandeur, mais pas du tout pour des raisons pratiques. Ils vont au contraire dire non, mais non, va falloir payer, exactement comme l'Allemagne de l'Ouest dit il faut payer pour l'Allemagne de l'Est. Beaucoup de Roumains disent... Donc, le premier travail, je crois, que c'est de la part des Moldaves, et ce courant à ma sympathie, mais d'irriguer à nouveau, en fait, l'opinion publique en Roumanie. Beaucoup de Moldaves, j'ai fait le chemin par la route de Chisinau à Iași, les discours anti-roumains des Moldaves et anti-Moldaves des Roumains sont permanents. Et c'est, me semble-t-il, la difficulté. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais voilà mon commentaire. Merci. Monsieur le professeur, je vous remercie de votre intervention. Là, il n'est pas exclu que vous ayez raison, parce que toute idée, elle part d'une hypothèse théorique, mais n'oublions pas l'expérience. Nous avons l'expérience de quelques réunifications, et une fois que ça a existé dans l'histoire, et que ça a prouvé, surtout la dernière réunification, les 22 années qui ont modernisé la Bessarabie,
a été assuré un véritable essor socio-économique pour la République de Moldavie. Et dans les conditions actuelles géopolitiques, avec la guerre d'agression en Ukraine, de la Russie contre l'Ukraine, avec l'impuissance de la gouvernance de la République de Moldavie de faire face aux défis qui s'y installent, j'ai vu la crise économique qui éclate déjà, voilà, la captivité des institutions de l'État, ça va contribuer à l'augmentation de la popularité de l'idée unioniste. Pour ce qui est de la présence des citoyens moldaves, des universitaires moldaves dans les manifestations roumaines, je crois que là, je serai là pour vous contredire. En tant que représentante de mon université, mais aussi des collègues de l'Université nationale de Chisinau, nous sommes en partenariat exceptionnel. Nous sommes en permanence dans des colloques, dans des revues scientifiques conjointes, communes, colloques, Galați, Iași, Bucarest, Cluj. Donc il y a de la circulation. Par contre, moi je vois cette unification sur la dimension culturelle, parce qu'il y a des entités culturelles, la République de Moldavie. Elles sont toujours présentes en Roumanie. Elles ont été adoptées par la Roumanie. Il y a des grands orchestres de musique populaire qui circulent, les professeurs qui circulent, des recherches conjointes, des projets conjoints. Donc, il y a des projets transfrontaliers. Vous avez là des choses exceptionnelles au niveau des établissements d'enseignement, les mairies qui collaborent exceptionnellement. Mais il faut augmenter davantage ce mouvement. Et je ne sais pas... Bon, moi, je circule aussi assez souvent. Je fais la navette. Je suis en Bucarest, je suis en Iași. Je n'ai pas été trop témoin des discours des Moldaves contre les Roumains, des Roumains contre les Moldaves. Excusez-moi, moi je n'ai pas eu cette expérience. Dans les voitures, on entend. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout de contact entre universitaires moldaves et roumains. Mais à titre d'exemple, votre dernier colloque à l'ULIM, où j'ai eu le plaisir de venir, il y avait exactement le même jour un colloque à thème identique à Iași. Oui. Et aucune... Monsieur Loubière, grâce à votre suggestion, nous avons pris la décision d'organiser notre colloque au mois d'avril. Comme ça, on pourra circuler. Mais je viens de participer à Galați à un autre colloque sur le siècle des Lumières. Donc il y a de la circulation. Bien sûr qu'on ne peut pas honorer. On a tant d'invitations, monsieur Loubière, on a tant d'invitations. On ne peut pas réussir, on honore certaines d'entre elles. Voilà. Je voudrais juste rajouter un mot. Vous avez certes raison, mais je crois que Mme Guțu a encore davantage raison. Certes, la Roumanie aurait dû faire beaucoup plus après l'éclatement de l'Union soviétique. Ça n'a pas été fait, pour des raisons évidentes. N'a rien proposé à la Moldavie. Pour des raisons évidentes. Les raisons sont là, parce que le pouvoir réel, en Roumanie comme en Moldavie, est resté dans les mains des anciens KGBistes. Le camarade Iliescu, le président de la Roumanie, et le président de la Moldavie, qui étaient également des personnes engagées et liées aux institutions que je viens de citer. Ça, c'est la première remarque. Et la Roumanie, malgré cela, a fait tout de même beaucoup. Si je regarde seulement le nombre des intellectuels moldaves à Paris, pratiquement, je crois, 80% d'entre eux ont fait leurs études en Roumanie. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est énorme. La Roumanie leur a ouvert tout de même la porte largement vers l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont à Paris. Et maintenant, une très courte remarque, peut-être un peu théorique, et j'avoue certes utopique. Je crois que l'exemple de l'Allemagne est extraordinaire. Kohl a été capable de prendre une décision qui n'était pas du tout une décision d'intérêt matériel, bien au contraire. Il s'est sacrifié même lui-même parce qu'il a pu mettre une approche éthique, je dirais même morale, avant une démarche matérielle. Si on veut faire quelque chose pour la Moldavie, c'est là qu'il faut faire. D'avoir une tournure d'esprit pour savoir mettre en valeur les vraies valeurs, pas l'aspect purement matériel qui fait tellement de mal aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. D'autres commentaires et questions?